Bonjour et bienvenue sur votre émission Poitou Pop, une émission marxiste proposée par votre association préférée Poitou Presse. Alors autour de cette table, nous parlerons lutte locale, lutte internationale, lutte antifasciste et LGBT. Et aujourd'hui, nous aborderons le sujet sur le nouveau local de rétention de Rouillé, qui est encore un projet dans les cartons mais qui devrait bientôt finir la construction au niveau de la ville de Rouillé. Alors aussi nous aborderons une autre actualité locale avec les municipales qui commencent d'ores et déjà avec cette fameuse vidéo de présentation de la maire de Poitiers, mais aussi justement la tactique du nouveau Front Populaire d'Union qui a pu expérimenter justement Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Alors pour parler de tout ça, nous avons autour de cette table nos fameux et fameuses chroniqueurs et chroniqueuses. Situés à ma gauche, nous avons notre chère consultante en gauchisme, Carla. Bien le bonjour. 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 Nous avons aussi notre bon vieux Arthur qui nous présentera à la fin de cette émission un petit film. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Aussi, nous avons notre autre consultant Robin qui est là, toujours muni de sa casquette. Bien le bonjour. Bonjour. Et enfin, à ma droite aussi, nous avons Mafalda qui nous préparera une petite chronique sur justement la Poste, la lutte qui se passe pour maintenir la Poste ouverte. Bien le bonjour. Bonjour. Et enfin, à la chronique, nous avons notre cher Yurigan, comme d'habitude, bien le bonjour. Bonsoir, mais je suis à la technique, pas à la chronique. À la technique, c'est exactement ça. Edoui Pleiner ne devrait plus tarder, mais comme d'habitude, il est en retard. Mais bon, c'est juste une question de 2 minutes. Et donc, nous allons pouvoir commencer notre petite émission d'actualité locale avec justement une chronique de Mafalda qui souhaitait justement nous parler de la fermeture du bureau de la Poste Libération. Tout à fait. Alors si comme moi vous faites partie des personnes qui reçoivent encore du vrai courrier dans une vraie boîte aux lettres, vous avez dû constater un curieux phénomène récurrent. Pendant 3 jours, vous ne recevez aucune lettre, puis soudainement, plusieurs d'un seul coup. Et puis pendant 3 jours, encore rien, et puis soudainement, 3-4 lettres d'un seul coup et rebelote. Alors y a-t-il un lutin facétieux qui fait de la rétention de courrier ? Ou bien, eh ben non, votre boîte aux lettres n'est pas baraboutée. C'est juste un des résultats de la politique économique de la Poste qui consiste à réduire ses coûts et en l'occurrence le nombre de ses factrices et facteurs. Ainsi, au lieu de passer tous les jours, les facteurs et factrices le font tous les 2 ou 3 jours. D'ailleurs, ces factrices sont de moins en moins des factrices titulaires, mais de plus en plus des contractuels précaires, personnels assis sur la selle éjectable de leur vélo. Alors la Poste, notre bonne vieille Poste, serait-elle financièrement en danger ? Faut-il secourir la soldate La Poste ? Eh bien, pas vraiment, si l'on en croit les chiffres. En 2023, elle engrangeait 53 millions d'euros de bénéfices. 543 millions d'euros de bénéfices. C'est déjà pas mal. Et en 2024, ouvrez grand vos oreilles. 1,2 milliard d'euros. J'ai bien dit 1,2 milliard d'euros. 2 fois plus qu'en 2023. Et j'ai dû recompter 2 fois le nombre de zéros, peu habitué que je suis à ces ordres de grandeur. Et pourtant, malgré ce record, les discours de la Poste débutent par la situation économique préoccupante, ou bien le marché concurrentiel nous oblige, ou alors les efforts nécessaires envers le personnel, l'amenant à réduire toujours plus ses coûts de personnel, justement, depuis plusieurs années. Alors rappelons quand même que si la Poste est une entreprise partiellement privée, elle n'en possède pas moins des missions de service public. Ses 2 principaux actionnaires étant l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, où sont redistribués les bénéfices engrangés ? Certainement pas dans le redéploiement des bureaux de poste sur le territoire. Nous insistons à un véritable jeu de massacre qui pourrait s'appeler « Quel sera le prochain bureau à disparaître ?» Dans la Vienne, notre département, il y avait 193 bureaux de poste répartis sur tout le territoire. 146, je dis bien 146, ont fermé. Et cette semaine, le bureau de poste de Poitiers-Sud, appelé Poitiers-Libé, est devenu le 147e. Ce bureau de poste vient de fermer malgré la lutte active et combinée du comité de quartier, de ses habitants de Poitiers-Sud, des syndicats Sud La Poste et CGT La Poste et des élus municipaux de Poitiers et des communes environnantes. Ce bureau de poste était l'un des plus fréquentés de Poitiers, notamment par de nombreuses personnes âgées qui ne pourront plus se déplacer centre-ville ou bien à Bel-Air, les 2 autres bureaux les plus proches. Cette grande fréquentation était aussi due à la disparition des bureaux de poste de Fontaine, de Ligugé, de Croutelle, d'Iteuil, de Smarve, de Migné, et les usagers et entreprises se rabattant sur Poitiers-Libé. Alors pourquoi fermer ce bureau ?
Eh bien, c'est bien le nombre pas assez important de la fréquentation qui avait été ironiquement avancé par le directeur de la Poste pour argumenter la fermeture, soi-disant pas plus de 110 passages par jour. Alors un comptage a été effectué par le comité de quartier sur différents jours et différents créneaux horaires. Et il en ressort une moyenne de 220 passages journaliers avec des pointes à 300. Pas assez fréquenté le bureau, d'après vous ? Et d'où vient cette différence entre le comptage de la Poste et celui des usagers ? Tout simplement parce que les responsables de la Poste ne prennent pas en compte, dans leur décompte justement, le fait de poster une lettre, d'acheter des timbres, de poster un colis, de retirer un recommandé. Et si la Poste ne prend pas en compte les actes postaux, qu'est-ce qu'elle prend en compte ? Uniquement l'agence bancaire. Tout au long de la lutte qui a duré plusieurs mois, cynisme et mépris ont été les seules réponses apportées par la direction de la Poste. Mépris envers les salariés qui n'ont jamais été avertis officiellement de la fermeture de leur bureau, qui 4 jours avant cette fermeture ne savaient pas où ils allaient être envoyés et qui, malgré leurs demandes répétées, n'ont jamais été reçus par leur direction. Mépris envers les usagers et leurs élus, puisque tous les courriers adressés à la direction régionale et nationale, Philippe Val, ça ne s'invente pas, étant le directeur national, sont restés lettres mortes. Mais ceci dit, vu la dégradation de la qualité de la distribution, peut-être que les destinataires les ont pas reçus. Madame Monconduit, notre maire, a rencontré en visio, et c'est tout ce qu'on lui a accordé, Monsieur Val, le directeur, mais sans résultat. Mépris des citoyennes et des citoyens qui, malgré 5 manifestations non négligeables, n'ont reçu aucune réponse. Enfin, sous l'insistance de la préfecture, représentante de l'État tout de même, et actionnaire de la Poste, une rencontre a été organisée le 14 janvier 25 entre les membres du comité de quartier, les délégués syndicaux, M. Condé, directeur départemental de la Poste, M. Merlet, directeur régional de la Poste, et M. Ricard, sous-préfet référent des agences postales pour le département. Une mascarade, un véritable simulacre de réunion et de débat, comme l'ont décrit les membres du comité. Face aux questions posées, uniquement le silence comme réponse. Face aux chiffres avancés, uniquement le silence comme réponse. Et face aux compromis proposés, le refus. Parce que le comité, soutenu par les syndicats et les élus, ont en effet proposé un moratoire de suspension de la fermeture du bureau de poste jusqu'au 31 décembre 2025. Et pendant cette période, des comptages de fréquentation seraient régulièrement faits pour un nouveau bilan de fin d'année. Et pourquoi avoir choisi cette date du 31 décembre ? Eh bien, parce qu'il existe une convention entre la Poste, l'État et l'Association des maires de France concernant la fermeture des bureaux de poste sur les territoires. Et les maires peuvent faire valoir un droit de veto sur une fermeture et cette convention doit prendre fin au 31 décembre de cette année et être rediscutée, ce qui est très important. Et lors de sa rencontre avec Philippe Val, notre maire, Madame Monconduit, a fait jouer son veto. Mais il lui a été refusé au motif que le quartier de Poitiers-Sud n'était plus un quartier prioritaire, mais seulement un quartier dit sensible. Tout ce qui a pu être tenté pour conserver ce bureau de poste a été fait. Encore la semaine dernière, un courrier dernier recours a été adressé à M. Val par les élus municipaux et le comité de quartier, sans réponse à ce jour, bien sûr. Les articles dans les médias n'ont rien fait non plus, pas fait bouger la situation. Alors comment combattre devant un mur de cynisme et de mépris ? Eh bien, par le nombre. Que toutes celles et ceux qui possèdent un compte à la banque postale ferment leur compte et changent de banque. Il y en a d'autres, bien plus éthiques. Et puisqu'il n'y a que l'argent qui motive la Poste, eh bien, autant leur en faire perdre. Et puis être nombreuses, toutes et tous, sur le front de la lutte pour conserver nos services publics. Car le modèle économique violent, méprisant de la Poste est le même que celui appliqué à la santé dans nos hôpitaux, à l'éducation dans nos écoles. Nous sommes dirigés par des financiers qui n'ont d'autre but que l'enrichissement, à nos dépens, à vos dépens. Alors quel monde voulons-nous ? Quel monde voulez-vous pour aujourd'hui et pour demain ? En tout cas, moi, je remercie toutes les citoyennes et les citoyens qui se sont investis et mobilisés pour essayer de sauvegarder ce bureau et les 8000 signataires de la pétition. Merci. Merci. S'il te plaît, parle pas de petite femme parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi, j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? Ben, j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus.
Merci beaucoup pour ta première chronique dans notre émission et on espère qu'il y en aura d'autres. Et afin d'approfondir le sujet si vous le souhaitez, on avait reçu le 9 janvier Frédéric et Bruno de Solidaire pour parler justement de ce sujet sur la Poste et des luttes syndicales. Et le 12 décembre, nous avions reçu Fabien de l'ULCGT pour là aussi approfondir le sujet de la Poste. Donc voilà, on vous renvoie vers les podcasts disponibles sur sur le site internet de Radio Pulsar. Tout de suite, après une courte interlude musicale, nous allons aborder les cas du CLA, du LCA, pardon, le nouveau local, LRA, je vais y arriver, le nouveau local de rétention administratif. Et afin de nous donner une petite idée de ce que ça va être, il y aura Carla qui nous fera une petite présentation, une petite chronique. Mais d'ici là, on va pouvoir entamer le sujet des rétentions avec la lettre par Lunatique, du bon vieux rap, comme il nous faut, avec du gros booba. Et voilà, ça à tout de suite sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop. 703 moi j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors toujours la même merde, des stupides ragots à rôder. Les gars de confiance me disent connaître la poucave. Un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère. Pas sous la paix, trahi par la raison quand elle manquait à l'appel. Trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence. Tout est écrit de la naissance et son cri. Sous la seule et son silence. Frérot, mes mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, il se pourrait que Malakite n'enterre à la fin du mois. Louange à celui qui fait avancer. Faut penser à éviter le mitard, qu'on voit nos têtes à la prochaine visite. Comment on peut pas qu'on dise à plus tard? 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Je suis pas snob, je rappe sans faute. C'est ce qu'ils m'ont dit, faut que je travaille pour que la pute me donne la condi. Hemmi, la zermi, comme passer les fêtes aux armées. Je gamberge, j'ai sans mon zoo là, impossible de dormir. Écoute Ali, ça va bientôt s'arranger, enfin je crois. Je tourne avec 2-3 gars du 9-3. J'ai nos ennemis à plus de monde, ils m'envoient pas de mandat. Pourquoi j'écris des textes de office de menthe? Fait, paraît que l'industrie du disque a saigné. Et que les négros arrêtent pas de signer. J'ai vu les autres au parloir, paraît que ça papote. Bien sûr toujours les mêmes putes, ça sent la douille ma couille. Maintenant je me tiens à carreau, parce qu'au mitard ça sent la civière. Je rêve de baiser l'infirmière, négro. Je suis tombé si bas, pour en parler faudrait que je me fasse mal au dos. Putain quelle rime de bâtard. Bref, quand je sors, amène-moi une petite pute bête sans but. Je la ferai créer du bout de ma longue bite. Quand on va quitte, ça va être tragique. Panique à la clinique, magique, c'est du 11-43 magique. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, j'tape. Et sur les murs, j'ai des photos de tasses. Et le maton me guette, porte clé à perpétuité. Si, leurs mamans sont des prostituées. Maintenant je sais, je peux compter sur qui. Merci de ton aide, je vais survivre, c'est pas le bled ou la Turquie. La tôle c'est la pression, mourir l'instant de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. Ils savent pas si j'aurais dû naître, qu'ils aillent se faire baiser. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. Encore des semaines en solo, baisse la FM seul. Tous comme des hyènes en chienne derrière des chaînes. C'est j'aime qu'on en arrive là. Pour que j'oublie, viens samedi qu'on reparle de cette fille-là. Dis bien aux dirigeants et à leur môme qu'on a les mains chromées, yeux verts, dollar gun pour pas que les flics show me cliquent. Technique de barre parcelée, j'harcèle la juge, bientôt j'arrache les barbelés, on a du boulot. J'suis en manque de poulet de boulot. Et tonton, j'te ferai goûter les pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, je déchire mes draps pour faire des yo-yo. Salut les man, l'ami, fais à ton âme la vie. Continue, on voit de la fraîche que je continue. Terminé, on rentre. Je te charge d'un vrai boulot. À l'atelier de menuiserie. C'est un boulot payé. Combien? 25 cents de l'heure. Y a pas à dire, le crime ça paye. Ouais, et ça occupe. À tout à l'heure.
Bien, vous êtes toujours sur votre émission Poitou Pop. Poitou, attendez, je fais le petit bruit de la bouche, vu qu'il y a du plein air est arrivé, il adore ce petit bruit. Poitou Pop, on est bien là, toujours présent pour parler lutte locale. Romain, il a un peu cringé sur le côté, c'est assez cocasse. Donc, on parle de la nouvelle infrastructure qui voit le jour à Rouillé avec le centre de rétention administratif. Mais d'abord, Carla, tu voulais nous faire une petite chronique justement sur les LRA et les CRA et je te laisse la parole. Oui, je voulais parler des LRA. Alors pour commencer, un LRA, et pas un LSA ou je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est ? Alors ce n'est pas un loulou relou abominable, non, mais ce n'est pas plus agréable. Un LRA, c'est un local de rétention administrative. Petit frère non moins pénible des CRA, centres de rétention administrative. Les centres de rétention administrative, ce sont des structures qui sont destinées donc à retenir des personnes en situation jugée irrégulière, autrement et souvent mal nommées, sans papier, en attendant leur expulsion du territoire français. Les personnes concernées, vous l'aurez compris, sont donc des personnes étrangères qui sont jugées indésirables par l'État français et par extension, leurs enfants, qui peuvent être enfermés aussi. La durée maximale d'enfermement est en principe de 90 jours, mais 90 jours, c'est donc 3 mois, et en fait, c'est déjà très long, quand on est privé de liberté. Bon. Maintenant, les LRA, c'est quoi ? C'est la version de proximité des CRA. Et autant on est pour les services publics de proximité, les commerces de proximité, autant ça pue. Les personnes qui y sont enfermées y sont pour 4 jours maximum, au terme desquels elles sont soit expulsées, soit transférées en CRA. Maintenant, en quoi ça pose problème ? Eh bien, comme son nom l'indique, la rétention administrative, c'est une décision administrative. Ça veut dire que les préfets s'arrogent le droit de priver des humains de liberté via le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans décision de justice, seulement parce qu'ils n'ont pas la nationalité française. Et il va sans dire que ça ne concerne pas les ressortissants européens. Pour vous faire une idée de l'ampleur du phénomène, il y a actuellement, d'après le site de la CIMAD, un organisme qui intervient notamment dans les CRA pour aider les personnes enfermées à exercer leurs droits. Il y a donc 2000 places réparties entre 24 CRA et 26 LRA sur le territoire français et ça représente chaque année 50 000 personnes qui subissent une mesure de rétention administrative. À noter que la moitié d'entre elles le sont dans les territoires d'outre-mer. Alors on peut entendre souvent dans les médias dominants des discours qui amalgament migrants et délinquance. C'est pratique, ça permet de faire peur aux gens et de faire accepter plus facilement ces privations de liberté, liées seulement à l'origine géographique d'une partie de la population. Au passage, on notera aussi que les obligations de quitter le territoire français, autrement appelées OQTF, sont délivrées de façon arbitraire et de plus en plus souvent. Il y a quelques mois, par exemple, des habitants de Bellejoine se mobilisaient contre la décision d'expulsion de Pauline, une mère de famille complètement insérée dans la vie active et du quartier depuis plusieurs années et qui avait déjà été employée municipale, dont les enfants sont scolarisés, etc. Bref, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, quels que soient les efforts faits pour satisfaire la fameuse exigence d'intégration, rabâchée sans arrêt par les politiques, et les nombreux personnages racistes qui gangrènent l'espace médiatique et les lieux de pouvoir. Bon, et maintenant que vous voyez le tableau, pourquoi je vous raconte tout ça à Poitou Pop ? Déjà parce que les politiques migratoires érigées sur des bases racistes et coloniales nous concernent toutes et tous, partout, tout le temps. Ce qu'on tolère pour les autres, on accepte que ça puisse nous arriver aussi à un moment. Ensuite, parce que l'ouverture d'un LRA a été annoncée prochainement à Rouillé, dans les locaux d'une ancienne gendarmerie en bordure d'autoroute. Outre l'absence de concertation, même si entre parenthèses, il ne devrait n'y avoir ni concertation ni LRA, et le problème de fond que pose un tel projet question humanité, le lieu est mal choisi. Rouillé a en effet vu la construction en 1941 d'un camp d'internement et le passage jusqu'en 1944 de 2600 internés, en grande partie opposants politiques, mais pas que, sur ordre du préfet. L'histoire résonne donc pour les habitantes et les habitants de Rouillé, et suite à une réunion d'information organisée par la CIMAD en janvier, la lutte s'organise avec une première manifestation le 15 février à Rouillé, à 15h, place du marché. Au programme, exposition, prise de parole et goûter, suivi d'un ciné-débat à 16h, et le mot d'ordre, ni ici, ni ailleurs. Merci beaucoup Carla pour ta chronique qui nous en dit un peu plus déjà sur les LRA, car oui, en effet, c'est des infrastructures qui sont avant tout racistes. C'est avant tout des gens qui sont incarcérés et qui sont incarcérés au bon vouloir de l'administration, non pas de la police. Comme tu l'as dit, qui sont privés de liberté, bien entendu, ils n'ont pas le droit au fait d'avoir des avocats dans les 24 heures.
Tu me fais le nom de la tête. Peut-être que c'est dans les CRA où justement il y a des privations de liberté importantes. Et donc voilà, il y a toute une logique de rétention préventive qui se met en place au fur et à mesure des années. Et avec Retailleau, c'est encore plus d'actualité. Alors voilà, on peut notamment aborder le sujet des OQTF, qui est littéralement le fer de lance des personnes qui sont incarcérées, sachant que les OQTF sont bien souvent subjectifs. C'est uniquement, par exemple, si tu t'es assis un moment dans une manifestation et que, pas de chance, tu avais un droit de rester en France, là, d'un coup, tu te retrouves sous OQTF, avec aucune réponse de la préfecture. Ça s'est déjà vu dans mon passif de militant. Il y a des étudiants et des étudiantes qui nous avaient contactés dans notre syndicat pour parler de ces sujets-là d'OQTF. Alors vous, autour de la table, est-ce que vous connaissiez les CRA et les LRA parce que comme on le voit, même moi, parfois, je confonds les noms. Les CRA, oui. Les LRA, non. Ouais. Mais donc, du coup, tu as un premier stade, c'est le LRA, c'est ça? Et donc, tu as un deuxième stade, c'est le CRA. En fait, c'est pas forcément des étapes. C'est juste que les CRA, c'est des structures à part entière. Les LRA, ça peut être des structures à part entière, mais ça peut aussi être une section dans un commissariat de police, par exemple. Et en fait, ça permet d'avoir des trucs plus près, en fait, et de pouvoir, du coup, enfermer les gens plus vite. Et puis aussi, juste pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que les personnes qui sont enfermées dans les LRA et les CRA n'ont pas le droit d'avoir des avocats. En fait, ils ont le droit d'avoir des avocats. C'est juste que souvent, c'est des personnes étrangères qui ne connaissent pas leurs droits, justement. Et on profite de leur situation qui est déjà difficile pour marcher sur leurs droits et donc ne pas leur accorder leurs droits. Mais du coup, peut-être pour mettre du contexte sur les différences entre un LRA, un CRA et une prison, c'est que les prisons, ça appartient au ministère de la Justice. C'est des personnes qui sont de l'administration pénitentiaire qui le gèrent. Et toutes les personnes en prison sont soit des prévenus, donc des personnes qui attendent de passer en justice, soit des personnes qui ont déjà été condamnées. Là où pour les CRA et les LRA, c'est des personnes qui ne sont pas délinquants, qui ne sont pas condamnées par la justice, qui sont encadrées par la gendarmerie ou par la préfecture et qui sont placées là sans motif judiciaire, sauf le QTF. Donc en fait, très concrètement, c'est des personnes qui ne sont pas condamnées mais qui sont privées de liberté quand même et qui n'ont pas accès forcément à tous leurs droits parce qu'on ne leur précise pas leurs droits. Il n'y a aucune étude statistique sur le taux de mortalité dans les CRA, par exemple. Alors que rien que depuis octobre 2024, il y a eu 4 morts dans les CRA, je crois, en France, et dont 2 suicides, une personne qui a fait une grève de la faim et la 4e qui est morte de conditions médicales incertaines, d'après le rapport de la police. Et en fait, c'est tout l'enjeu des CRA et des LRA, c'est qu'en fait, c'est une manière d'écarter de la justice et de prendre des décisions de rétention de liberté contre des personnes qui n'ont rien demandé et qui, dans la plupart du temps, se sont juste pris un contrôle et étaient effectivement des personnes irrégulières, et du coup, elles se prennent un QTF. Et en fait, il y a même un monde où ça ne servira à rien de les mettre en CRA, vu qu'il faut un accord des pays étrangers pour accueillir les personnes qu'on envoie chez eux. Donc tout ça n'a aucun sens. Edu Plenner, qui est enfin autour de cette table, oui, tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a dit ce que je voulais dire à peu près, mais en gros, c'est dans CRA, il y a A, enfin, ou CRA, ou LRA, il y a A, administratif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme tu dis, c'est pas lié à une décision de justice, et donc c'est pas non plus des délinquants. Oui. Et par contre, administratif, c'est-à-dire du coup une décision qui est autoritaire, en fait, puisqu'il n'y a pas de débat contradictoire. Est-ce qu'on même si, je veux pas dire qu'il faut les expulser, mais si on disait est-ce qu'on expulse, qu'on n'expulse pas, il n'y a même pas ce débat finalement. C'est faut les expulser, et c'est-à-dire qu'en fait c'est même considéré, en fait sur le fond, ça consiste à dire que c'est pire qu'un crime, quoi. Finalement, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas, tu peux pas plaider, tu peux pas demander la grâce en fait aussi. On est en dehors de tout ça, quoi. C'est un truc plus autoritaire. Ouais, et moi j'avais envie de pousser une petite réflexion là, parce que en gros, on est d'accord que dans ces centres-là ou dans ces lieux-là, la seule base, le seul motif qui fait que tu te retrouves enfermé, c'est ta non-francité. Et c'est le fait que tu n'es pas le bon étranger. Parce qu'il y a le bon étranger, le mauvais étranger. Le bon étranger, il peut venir en France, il ne va pas en prison. Et le mauvais étranger, il vient en France, il va en prison. Mais, enfin, je ne dis pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression que ça rappelle quand même des heures un peu bizarres de l'histoire de l'Europe. Et notamment, c'est quand même, ces gens-là, le seul truc qu'ils ont fait de mauvais dans la vie, en gros, c'est de naître dans un pays qu'on considère comme étant un sous-pays ou un pays avec lequel on n'a pas d'accord qui leur permettrait de rentrer sur le territoire gentiment.
Mais en fait, philosophiquement, vraiment, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à réfléchir à qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens d'aller à un endroit ou à un autre ? Vraiment, sur quelle base, quel motif, quoi, on se dit, bah non, toi, tu viens, on te met en prison, quoi. C'est quand même... moi, je trouve ça un peu délirant, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clairement sur des prépositions racistes que les gens sont arrêtés. Mafal, là, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, moi je me disais que je venais de comprendre pourquoi la Poste supprimait tous ces petits bureaux, c'est pour les transformer en LRA. C'est comme ça, ils peuvent même louer à l'État les locaux. Et puis l'an prochain, au lieu d'avoir 1 milliard 200 millions d'euros, et ben, ils vont gagner 2 milliards et 400 millions d'euros. Ah bah oui, on est toujours là pour avoir un peu de promo. Hein. Mais justement, ce principe-là d'emprisonner les gens, vu que c'est de l'emprisonnement, hein, d'emprisonner les gens par rapport à une ethnie, vu que je pense qu'on a rarement des gens en LRA qui sont des ressortissants états-uniens, hein, bien souvent ça vient d'Afrique. Donc il y a toute cette question aussi autour de l'OQTF et aussi la volonté de montrer que l'administration finalement deviendrait un nouveau juge. On l'a vu avec les policiers qui désormais pouvaient encaisser directement des amendes, donc sans passer devant la justice. Maintenant il y a le fait que l'administration peut, enfin c'est déjà en place, mais ils essayent de mieux mailler le territoire comme tu l'as très bien expliqué Carla, et donc mettre en place le fait que des personnes avec une ethnie différente que notre bonne vieille ethnie blanche qui plaît tant au ministre de l'Intérieur, se retrouvent directement en CRA. Et comme tu l'as très bien dit, ça fait que les gens vont avoir directement en tête que, par exemple, si demain ils doivent faire une manifestation pour leur droit, vu que parfois il y a des manifestations pour les sans-papiers, on a notamment des collectifs d'ici et d'ailleurs qui font très souvent des manifestations, et ils vont avoir peur aussi de manifester pour leurs droits parce qu'ils pourraient très bien se retrouver directement après en CRA, en LRA, d'avoir les policiers qui toquent à leur porte dès 6h du matin, quoi. Donc ça donne tout un aspect assez raciste, assez vichiste, hein, de notre bonne vieille France, parce que il y en a un qui parlait de heures sombres, moi je dis les termes ici, je dénonce, et donc ça donne vraiment une très très mauvaise image de notre fameuse France qui intégrerait les gens comme il faut. Mais c'est aussi que ça pose la question, au-delà des droits humains qui sont évidemment bafoués dans les CRA, vu qu'il n'y a pas d'enquête administrative sur les conditions de détention et qu'on a été condamné, la France, par la Cour européenne des droits de l'homme sur nos conditions de détention dans les CRA et dans les prisons en général. Mais du coup, ça pose la question de juste la détention en France, en fait. Parce que nos prisons, déjà, sont surpeuplées. Donc, ouvrir des prisons, ça sert à rien, spoiler, parce que ça n'a jamais fait baisser le taux de criminalité dans n'importe quel pays. Et en fait, les CRA, c'est encore pire, vu que, car elle l'a dit, c'est plus d'une dizaine de milliers de personnes qui ont été condamnées, qui ont été retenues dans des CRA ou dans des LRA, alors qu'officiellement, il n'y a que 1700 places de CRA et de LRA en France. Et ce n'est pas des cellules individuelles, c'est que des dortoirs dans les CRA. Dans les LRA, ça dépend, c'est différent, il me semble. Mais dans les CRA, c'est que des dortoirs. Donc des dortoirs en surpopulation comme en prison. Et du coup, des conditions de détention qui sont atroces. Et il faut aussi dire que les personnes qui sont incarcérées ne sont pas sur des décisions de justice. Donc toutes les personnes qui pourraient bénéficier d'une décision de justice pour ne pas être incarcérées, comme les malades, les personnes fragiles, les vieillards ou les mineurs, où on n'est apparemment pas sûr de l'âge d'après administration, ou les personnes qui sont victimes de torture ou qui sortent de réseaux de proxénétisme ou de trucs comme ça, ne sont pas protégées et sont envoyées quand même en prison avec tout le monde. Et du coup, c'est toutes les questions des droits humains qui sont posées et sur lesquelles, littéralement, on est en train de se torcher avec, en fait. C'est une belle façon de résumer. Tu voulais un peu peaufiner son argument ? Oui, en fait, je voulais juste revenir sur les chiffres, parce que ça semble bizarre comme ça, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, par année, ça faisait environ 50 000 personnes qui passaient par les CRA, mais ce n'est pas 50 000 personnes en même temps. Puisque la durée maximale d'enfermement, c'est 3 mois. Donc c'est en faisant tourner, il y a un roulement en gros, quoi. Et d'ailleurs sur ça, sur la durée maximale théorique de 3 mois, il y a des retours là-dessus, il y a des gens qui dépassent cette durée, t'as des datas là-dessus? T'as des exceptions en fait en cas de terrorisme par exemple. Mais en fait la plupart des personnes qui sont enfermées dans les LRA et les CRA, c'est pas des personnes, c'est des personnes qui ont commis aucun délit et aucun crime, comme l'a dit Robin. Et il y en a qui ont commis des délits, mais en fait souvent c'est des délits mineurs qui sont liés à la pauvreté des personnes étrangères en situation irrégulière en France. Ça peut être des vols tout petits. Mais c'est de la délinquance de survie, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça, oui. Et sinon, non, j'ai pas plus de... Ok. Mais donc, souvent, quand vous allez regarder, si vous entendez des gens qui disent
les migrants sans papier, ils commettent beaucoup de délinquance, etc. En réalité, souvent dans les chiffres, ce qui ressort, c'est que c'est surtout la délinquance de survie. Donc quand on dit délinquance de survie, en fait, c'est les gens qui ne peuvent pas manger, ils n'ont pas d'argent pour manger. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent devant un étal, ils volent une pomme, ils volent un paquet de chips. Mais enfin, essayez de vous... En fait, à chaque fois que vous jugez ce genre de situation spontanément, posez-vous 2 secondes, réfléchissez et essayez de vous mettre à la place des gens, faites preuve d'un peu d'empathie et dites-vous, ok, moi dans cette situation, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas d'argent, j'ai pas de papier, si je me signale, je vais en prison, ou on me met dans un avion et on me renvoie dans un pays qui est même pas le mien, voilà. Donc vous avez tout ça et vous avez faim, vous avez peut-être votre enfant qui a faim, qu'est-ce que vous faites ? Potentiellement, vous vous retrouvez à voler, quoi. Mais est-ce que vraiment ça mérite derrière d'aller en prison, d'aller machin ? Vraiment réfléchissez les gens, quoi. Et en fait, ce que je disais aussi en introduction, c'est que du coup, il y a un amalgame tout le temps qui est fait entre... En fait, les personnes, justement, elles sont enfermées. Donc, du coup, dans la tête de tout un chacun, si les personnes sont enfermées, c'est qu'elles ont fait quelque chose de mal. Et c'est pas le cas, comme l'a dit Robin. Et cet amalgame, il est vraiment utilisé tout le temps pour justifier, du coup, l'enfermement. Dans les discours ambiants en ce moment, ce truc, il est vraiment développé de créer des automatismes entre migrants, sans-papiers, égale dangereux, en fait. Et donc, du coup, ça justifie ça. Et il y a eu des luttes contre des CRA ou des LRA qui étaient menées sur des bases racistes, justement, en fait. Parce que, du coup, les habitants, ils avaient peur des personnes qui allaient être enfermées à côté d'elles et ils se sentaient en danger et tout. Mais, et d'ailleurs, c'est aussi un argument, là, pour l'implantation de ce LRA, qui est... Du coup, les locaux, ils sont déjà construits, mais il faut réhabiliter quand même, voilà. C'est de dire, mais vous inquiétez pas, ils seront très bien enfermés. En fait, ils pourront pas sortir. Ouais, c'est vraiment les mettre en cage. Et puis même, il y a un flou administratif autour de comment se passe la rétention. Il y a peu de chiffres. Il y a les chiffres des personnes qui rentrent, mais après, on ne sait pas vraiment comment ça se passe à l'intérieur, vu qu'il y a un gros flou administratif autour de ça. Le ministère de l'Intérieur sort très peu de données de ces LRA et de ces CRA. Arthur, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, je voulais appuyer ce que disait Carla, parce que c'est vrai qu'il y a un côté... il y a un côté où quand on dit « Ah, ils sont enfermés, donc ils ont fait quelque chose de mal », mais ça résonne du coup aussi avec les OQTF, où par exemple, quand il y a un étranger qui commet un délit, et qu'on sort qu'il est sous OQTF, et on dit « Ah, parce qu'en plus il était sous OQTF, donc ça veut dire qu'il avait fait autre chose avant, alors qu'on peut être sous OQTF en n'ayant rien fait ». C'est le cas d'une amie que autour de la table vous avez connue pour certains, qui n'avait juste pas répondu à une lettre en recommandé et qui s'est retrouvée sous OQTF et qui est encore aujourd'hui sous OQTF. Ouais, alors qu'elle est étudiante et donc à tout moment on contrôle le flic, c'est fini, quoi. Et c'est vrai, c'est assez flippant au quotidien d'avoir une OQTF sur soi juste parce que on n'a pas reçu la lettre, on n'a pas répondu. Et puis en plus de ça, quand on va à la préfecture, bien souvent on nous renvoie dans un bureau X, Y, Z et on nous dit non, désolé, on est ouvert qu'entre 16h et 16h10, c'est vraiment pas de chance, retentez dans 2 mois. Et voilà, quoi. Et surtout que ce qui est terrible avec les OQTF et les personnes qui sont incarnées dans des CRA ou dans des LRA, c'est que parfois c'est des demandeurs d'asile. Donc après, on ne va pas revenir ici sur comment on peut être un demandeur d'asile, etc. Mais il y a différents types d'asile qu'on peut avoir, asile politique, etc. Pour notamment se protéger quand on vient d'un pays où on est persécuté. Et quand on est placé dans des CRA ou dans des LRA, on n'a pas le droit de demander l'asile parce que c'est déjà une rétention de liberté et on n'a pas accès au formulaire en préfecture pour faire ta demande d'asile. Et ça aussi, du coup, c'est comme ça que la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on avait refusé à des personnes qui demandaient l'asile politique ou l'asile pour une protection parce qu'ils étaient persécutés, etc., pour des orientations sexuelles, pour une ethnie, etc. On a refusé de l'asile à ces personnes-là alors qu'on devait les accepter, et c'est comme ça qu'on s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Et du coup, ça soulève plein de problèmes que nous, blancs de ville et tout, on ne connaît pas. Mais en vrai, c'est un enfer, en fait. C'est une angoisse perpétuelle pour plein de gens autour de nous, pour plein de connaissances, et c'est terrible de faire ça et d'accepter ça, en fait. Yurian qui voulait rajouter quelque chose avant la petite coupure musicale sur Poitou Pop. Il est 19h34. Oui, moi, avant de lancer la musique, je voulais juste vous dire, essayer de vous dire que en fait, les gens qu'on appelle migrants, ce sont juste des expatriés, quoi. C'est-à-dire que vous avez peut-être des potes ou des connaissances qui sont expats, je sais pas où, à Singapour, ils bossent en Afrique, ils bossent aux États-Unis.
considérer que ces gens qui viennent en France, ils sont juste expatriés, ils ont quitté leur pays pour venir travailler chez nous. Et peut-être que comme ça vous permet d'être un peu moins idiot sur la question, quoi. Ah, on l'espère en tout cas. Et afin d'être sûr que la perpétuité de la gauche se transpose, on va écouter tout de suite les Fatal Picard. Mon père était tellement de gauche parce que bien entendu, les parents nous inculquent toujours les belles valeurs, enfin sauf si c'est le daron de Damien Rieu qui a raté l'éducation de son fils, je pense. Mais en tout cas, sur Poitou Pop, sur Radio Pulsar, on va pouvoir écouter les Fatal Picard. Mon père était tellement de gauche. À tout de suite. Yorigan, tu me fais une petite tête un peu... j'ai un peu peur, j'ai l'impression que tu n'as pas préparé le son dans ton cartoucheur, là. C'est... Ah. Oh là 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 là, il a absolument... Regardez-le en train de paniquer. C'est pas grave. Écoute, il y a des premières fois à tout. T'as le droit de rater la chose. Juste après, donc, on parlera des tactiques des élections municipales, à savoir l'union ou pas l'union. Et c'est bon, il me fait un grand signe du pouce. Ok, on peut partir. Alors, mon père était tellement de gauche par les Fatal Picard sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop. Il est 19h36. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la. On a été en URSS l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la, la la. On mangeait des Léninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'Internationale. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La 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 la, 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 la 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 la. Eh ben, on est de retour sur Radio Pulsar.
Oui, alors, sur Poitou Pop, l'émission Poitou Pop, une émission marxiste, et un bon marxiste ou une bonne marxiste doit faire son autocritique. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'on va de coup nous faire notre propre autocritique et notre propre auto-débunkage ou auto-fact-checking, machin, tout ça. Il y a un quiproquo. Voilà. Auto-arrationnage, il se trouve que Carla, tu avais une précision parce que Robin a dit n'importe quoi. Non, c'est un peu méchant. Il y a eu un quiproquo. Non, Robin n'a pas dit n'importe quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, son discours laissait entendre que les personnes qui étaient enfermées en CRA et en LRA n'avaient pas le droit de faire de demande d'asile. En réalité, elles ont le droit de faire une demande d'asile dans un délai de 5 jours, mais les moyens ne sont pas mis pour qu'elles puissent le faire. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est pire, en fait, que ce soit interdit ou qu'elles aient le droit, mais qu'on fasse tout pour qu'elles ne le fassent pas. C'est une obstruction volontaire, on va dire. Voilà. Et par ailleurs, je voulais aussi... préciser que en fait, les LRA et les CRA, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est des environnements qui sont très fermés. Il y a peu d'organismes qui peuvent y intervenir. Et d'ailleurs, il y a peu de CRA dans lesquels des organismes interviennent. Ceci étant, en fait, les parlementaires, ils ont le droit d'entrer à n'importe quel moment dans un CRA pour voir... Enfin, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent, mais les parlementaires, je pense que c'est des personnes qui sont plus accessibles à l'échelle locale, peuvent entrer sans prévenir dans les CRA et les LRA par extension, du coup, selon l'article 179 du Code de procédure pénale, pour constater justement les droits des gens ils soient bien garantis ou pas. Voilà. Et pour être encore plus près de nous et pour faire la transition avec le sujet suivant, les maires, ils ont aussi leur mot à dire en fait. Alors, en l'occurrence, à Rouillé, c'est sur un terrain qui appartient à l'État. Donc, le maire ne peut pas interdire la présence du LRA, mais enfin, il peut quand même informer sa population pour que les gens se mobilisent en amont, etc. Et là, on ne sait pas trop si le maire, il était au courant avant. En tout cas, il n'a rien dit, s'il l'était. Et ça pose problème, en fait, que la population ne soit pas informée de ce qui se passe sur le territoire de la commune. Et donc, c'est un sujet, je pense, auquel il faut penser quand on met un bulletin dans l'urne. Exactement, c'est toujours important d'avoir des gens mobilisés en tant qu'élus locaux. Et donc, ça rejoint parfaitement notre seconde partie d'émission, donc, qui sont les élections municipales. Alors, récemment, il y a eu des élections qui ont eu lieu au niveau de... C'était quoi la ville déjà ? Villeneuve-Saint-Georges, exactement. C'est fou, j'arrive pas à retenir. J'oublie tout. Aujourd'hui, je suis devenu le fou du bus, tout simplement. Donc, on lui a à Vouneuil-Saint-Georges. Arthur, tu voulais nous faire le data center sur ce coup-ci. Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, exactement. Alors, effectivement, du coup, les 26 janvier et 2 février 2025 ont eu lieu les élections municipales partielles de Villeneuve-Saint-Georges après la démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal suite à un salut nazi pendant un conseil municipal, il me semble. Et donc, démission du maire... on l'a fait démissionner, le maire sortant, Philippe Gaudin, maire d'hiver droite, dans une commune qui était historiquement communiste. C'est alors qu'il y a eu 5 listes qui se sont présentées à Villeneuve-Saint-Georges. Une liste sans étiquette, qui au premier tour a terminé dernière. Bon, ça, on s'en fiche. Mais du coup, 5 listes se sont affrontées concrètement. Il y avait une liste Renaissance, donc macroniste, une liste d'hiver droite sans étiquette, une liste alliance entre le PCF, le PS, les écologistes, le parti de gauche, je crois, Génération sociale et démocrate, un truc du style, non, c'est pas ça. Alors, une liste Génération S, je pense. Génération S. Non, mais il y a autre que Génération S, il y avait... Éco-socialiste, mais eux, ils sont à la LFI, donc je pense pas qu'ils soient allés avec la liste du PC. Et Génération Écologie aussi. Et du coup, une autre liste de gauche, mais cette fois-ci seulement portée par la France Insoumise, avec comme tête de liste le député Louis Boyard. Et enfin, la liste portée par les Républicains et Christelle Niasme, grande amie de notre cher Éric Zemmour. Donc ça a été un affrontement qui s'est soldé au premier tour par la victoire de la liste de la France Insoumise, qui a mené de 100 voix à peu près la liste Les Républicains, arrivée seconde, et en troisième place la liste de l'Union de gauche avec 870 voix.
Une abstention quand même à noter de 66,46% pour des municipales. Le second tour, du coup, a vu qualifier les 5 listes que je vous ai citées auparavant. 2 d'entre elles se sont retirées. La liste du macroniste s'est retirée. Et la liste de l'Union de gauche s'est retirée au profit de la liste La France Insoumise, sans pour autant faire d'union. Au second tour, du coup, s'affrontaient 2 listes de droite, la liste macroniste, la liste Les Républicains, et la liste LFI portée par Louis Boyard, qui, au final, malgré la présence de 2 listes de droite, et malgré qu'une seule liste de gauche et que le report des voix ait eu lieu, la liste de Louis Boyard a quand même échoué au second tour, terminant à la 2e place avec 38,75% des voix, et la liste de Christelle Niasme, qui a entre-temps du coup reçu des appels vidéo, il me semble, des forts soutiens de la part de Éric Zemmour et de toute la droite en règle générale, a obtenu 49% des suffrages et remporte donc la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Eh ben, merci beaucoup pour ce récapitulatif. Et donc, suite à cette élection, il y a eu tout un débat sur le nouveau Front populaire, est-il mort ou non ? Enfin, surtout un débat venant de la droite. Par exemple, il y a le très cher philosophe Raphaël Enthoven qui disait oui, c'est le désaveu de Louis Boyard, c'est celui d'une stratégie sotte et sans avenir, je le cite. Donc voilà, il y a tout le fait de est-ce que finalement l'union a fonctionné là-bas, la preuve en est que non. Et finalement, on peut aussi rabattre le côté de est-ce que toutes les personnes, toutes les composantes de gauche sont prêtes à soutenir une autre liste de gauche quand c'est une liste un peu plus radicale, telle que la LFI par exemple. Est-ce que le Parti Socialiste, qui très souvent est enclin à ne pas soutenir forcément les personnes un peu radicales, sont prêtes à aller voter pour une liste radicale, ou est-ce qu'elles se reportent sur des voix macronistes ? Je peux répondre. Bien entendu. En fait, je veux juste poser une question parce que moi, j'ai pas super bien compris, là, j'ai pas trop suivi le truc, mais s'il y a eu report des voix, en fait, c'est pas forcément un aveu d'échec de l'union de la gauche. C'est juste que la droite aussi, elle est capable de s'unir. Ouais. Et par contre, moi, d'après les chiffres que tu as donnés, Arthur, ce que je trouve fou, c'est plutôt le taux d'abstention. Ouais, vu qu'il y a eu même un plus fort taux d'abstention au second tour. Non. Il y a eu 66% d'abstention au premier tour et 60% d'abstention au second tour. C'est pas que l'abstention. C'est pas que l'abstention. Enfin, parce qu'en fait, disons, Louis Boyard était en tête d'une ville de 36 000 habitants, donc Villeneuve-Saint-Georges, 36 000 habitants, avec 1000 voix. Malgré l'abstention. Donc même s'il y avait eu 2 fois moins d'abstention, il aurait été en tête qu'avec 2000 voix. Disons avec le score égal, et donc le nouveau maire du coup, la nouvelle maire élu avec 2400 voix, toujours pareil sur une ville de 36 000 habitants. Donc il y a peut-être aussi un problème de non-inscription, notamment parce que c'est peut-être aussi une ville où il peut y avoir des citoyens étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Mais voilà, en fait globalement c'est un peu on va dire, je pense que tout le monde est perdant là-dedans, quoi. Oui, mais clairement. Parce que même s'il avait gagné Louis Boyard, par exemple, ou même s'il avait gagné tout seul ou en union, ça aurait peut-être été quand même l'élection la moins forte, peut-être, parce qu'il y avait l'idée quand même de donner un coup, on va dire de faire un coup, quoi. Mais ça aurait été loin d'être très triomphal, en fait, dans tous les cas. Ouais, la LFI souhaitait clairement avoir son premier maire et souhaitait faire un gros coup là-bas. Mais moi, la question que je me pose pour les municipales de Poitiers, c'est avec qui va aller Sacha Houlier? Nom de Dieu, Sacha, tu vas aller avec qui? Est-ce que tu vas rejoindre le PS d'Hollande, Sacha? Nous, on veut savoir. On veut savoir où est-ce que tu mets ta gauche à toi. On peut faire une émission sans parler de lui. C'est un fantôme, en plus, il a rien dit sur le sujet. Par contre, il y a la maire de Poitiers qui a fait une très très belle vidéo l'autre jour sur son compte Instagram avec vue sur Poitiers, elle a pris un peu de hauteur et donc elle a annoncé qu'elle se présentait à l'élection municipale. Donc voilà, il y a la question aussi de quelle est la stratégie de Poitiers Collectif? Est-ce que c'est, comme dirait quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est marche ou crève derrière moi? Ou est-ce que c'est une théorie de l'union, etc. Même si, du coup, ça voudrait dire s'unir à des gens qui sont centristes et qui sont de droite. Ouais, alors moi, sur ça, je me suis pas encore trop renseigné sur comment ils ont pris la décision de la renvoyer, elle ou pas, se présenter. Peut-être qu'elle le dit, mais... Ça fait 1 an que déjà dans les réseaux militants au sein d'Europe Écologie Les Verts, la mairesse sondait les gens en mode est-ce que vous êtes OK que je revienne, etc. Enfin sondait. Elle a annoncé le fait que oui, elle allait repartir et qu'il fallait se préparer. Elle nous a fait une France insoumise là. Ah oui, mais clairement, elle a préparé tous ces militants en mode l'an prochain je remballe. Donc, non mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi sur ça, je sais que la dernière fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait semblant de faire un mode de décision un peu démocratique pour qu'à la fin ce soit elle qui soit la candidate. Donc vous pouvez aller sur nrslip.info, il y a un article là-dessus qui explique un peu très bien comment ça s'est passé
comment ça s'est passé, mais bon, en tout cas, les écologistes se sont arrangés pour récupérer la liste à Poitiers Collectif. Et d'ailleurs, maintenant, quand vous regardez, elle a donné une interview à France 3 Région l'autre jour, et le journaliste la présente comme mairesse les écologistes, et pas comme mairesse de Poitiers Collectif, quoi, qui était censé être un truc où les partis restent un peu en dehors, et c'était censé être eux qui avaient gagné la municipalité, pas les Verts. Or là, clairement, là, elle y va. Moi, je sais pas trop. Je vais essayer de m'enseigner avec des copains qui sont là-dedans pour savoir comment ils ont pris la décision qu'elle y retourne, en fait. Si c'est censé être une démarche citoyenne, truc hyper ouvert, je sais pas quoi. Bon, c'est un peu étonnant que déjà ce soit elle qui fasse l'annonce et pas peut-être un groupe. Ça aurait pu être, ils auraient pu faire ça à une vingtaine, prendre la parole à plusieurs, dire bah oui, on est content et machin, on va y retourner tous et toutes, on est hyper motivés, l'équipe y retourne, quoi. Là, c'est un peu moi, mais bon, moi c'est ce que je dis depuis de nombreuses années maintenant, que en fait elle joue pour sa carrière, cette femme-là, quoi. C'est vrai que faire une annonce seule, c'est pas très collectif. Est-ce que le PC est au courant? Que dit le PC de cette stratégie? Ça, c'est des choses qui vont être enquêtées sur nos médias, donc on peut rappeler nrslip.info, bientôt le30.info. Oui, on peut le dire. On peut le dire, oui. Ventre Presse sur YouTube. Sur YouTube, Poitou Pop sur Radio Pulsar. Et puis bientôt une chaîne Twitch aussi. Oh là là, mais on vous en dira un peu plus dès qu'on aura reçu tout le matos, on vous en dira un peu plus. Mais ouais, il y a toute cette stratégie-là de justement communication sur une personne forte qui est en avant contre tout un groupe qui pourrait lui être mis à contribution pour les élections municipales. Et donc voilà, la question de Léonore Monconduit qui est reconduite, donc qui veut être reconduite en tant que mairesse au sein de la municipalité de Poitiers, ça donne aussi la question de que va faire le reste finalement des listes de gauche, parce qu'il est important d'avoir une certaine radicalité dans les listes municipales, parce que les listes municipales, c'est le premier fer de lance finalement pour des élections un peu plus fortes, pour les législatives, puis plus tard pour les présidentielles. C'est important d'avoir des villes qui sont de gauche et qui ne sont pas de gauche une semaine sur deux, qui sont en mode oui, on crée des vélos, on crée des pistes cyclables, puis à côté on enlève un peu de bus, puis à côté on fait d'autres choses, etc., qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. En fait, ce qui est important, moi, de mon point de vue, c'est que sur ces sujets-là, quand on élit une municipalité de gauche, on veut des gens qui sont là pour faire de la politique et pas pour faire de la gestion. On n'élit pas des gestionnaires, sinon on n'a pas besoin de maire et de mairesse. On met des gens de l'administration et puis ils gèrent les budgets. Là, quand on fait un vote à gauche, on a envie d'avoir une politique de gauche à la mairie et pas juste des gestionnaires. Et en plus de ça, comme disait Carla tout à l'heure, des élus qui peuvent se servir de leur mandat pour faire des choses, pour faire de la politique. Et Carla, t'as envie de réagir là-dessus? Ou pas sur ça, mais... Moi, je voulais rajouter que quand on élit des personnes dites de gauche, on ne s'attend pas à ce qu'elles ferment des services publics. Ouais. Comme par exemple, il y a eu la lutte d'Édith Augustin, c'est quand même chaud. Et puis, parallèlement, ils ont fermé la crèche familiale, en fait. Et les places en crèche, c'est cher. Ouais, clairement, mais oui. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Oui, en parlant justement de la fermeture ou de la volonté de fermer le centre Édith Augustin, je ne sais pas si vous avez lu le tout nouveau dernier numéro de Poitiers Magazine. Il est sur comment vivent nos aînés. J'ai halluciné ce matin, je l'ai eu dans la boîte aux lettres. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un redressement de barre qui est en train de se faire en prévision des futures élections. Oui, ils sont en campagne déjà. Ouais, oui, mais clairement. du coup, prononcez-vous sur la gratuité des bus. Oui, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a pas un sondage, mais en ce moment, effectivement, on peut. Je participe Poitiers. Sur Grand Poitiers, ouais. On peut donner son avis sur le prochain plan mobilité. Ouais, ça a été clôturé à 17h30. Mais je crois que c'est... Ah ben non. Si, en fait, c'était depuis décembre disponible. Et le collectif a fait sa communication un peu tardivement, mais parce qu'il y avait 300 pages de plan mobilité à lire quand même. Et donc là, on avait 4 jours, en gros, depuis l'annonce, en tout cas, du collectif, vous pouvez vous prononcer là pour la gratuité, pour écrire une proposition. Autant pour moi, parce que je pensais que c'était jusqu'en mars. Non, c'est jusqu'au 6. Les bonnes infos sont sur nos médias, avec un très bon décryptage de Yorigan sur le rapport de Vitalis. En fait, on explique le rapport de Vitalis sur 2024. Et il y a déjà eu une émission qui parlait des sports. À retrouver en podcast sur radio-pulsar.org. Et de toute façon, Arthur, tu voulais rajouter... Non.
De toute façon, j'ai cru que tu avais levé la main comme ça au loin. De toute façon, on aura une émission complète au fur et à mesure de l'année sur les futures élections municipales qui vont se tenir, une fois qu'on en saura un peu plus sur les différentes listes de gauche, parce que bon, on espère qu'il n'y aura pas uniquement des centristes qui se présenteront à cette élection municipale ou qu'ils ne seront pas derrière, telle une caravane, à se traîner derrière les centristes, et qu'on aura enfin un peu de radicalité au sein de la ville de Poitiers. Et c'est le moment culture, parce que bien entendu, on adore la culture. Et donc, tout de suite, on va pouvoir écouter Arthur avec sa petite chronique. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau comme film aujourd'hui? Alors, bonjour à tous et tous et bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Cette semaine, et comme chaque semaine jusqu'ici, j'aimerais vous parler d'un film que j'aime énormément. Pour vous dire, le film dont je vais parler aujourd'hui a fortement influencé ma vie, car il a participé au fait de me faire devenir végétarien, voire quasiment vegan aujourd'hui. Donc sorti en 2017 sur Netflix, Okja est un film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Alors c'est un réalisateur qui parle très souvent de lutte des classes, comme dans son film Snowpiercer, le transperce-neige, où dans un futur post-apocalyptique, la race humaine est contrainte de vivre dans un gigantesque train qui ne s'arrête jamais et où les passagers du train sont isolés par classe sociale jusqu'au jour où celle du bas se révolte, ou dans son multi-récompensé Parasite, où une famille pauvre s'investit petit à petit dans la vie d'une famille riche en faisant virer et en remplaçant les autres travailleurs de leur maison, elle aussi précaires. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ces deux autres films plus tard, car j'aime beaucoup le travail de ce réalisateur, qui d'ailleurs sortira cette année son nouveau film au cinéma, Mickey 17. Mais revenons-en à Okja. Alors Okja raconte l'histoire de la jeune Mia qui pendant 10 années s'est occupée sans relâche avec son père d'Okja, une sorte d'énorme cochon, une nouvelle espèce, auquel elle a tenu compagnie au beau milieu des montagnes de Corée du Sud avec son père. Mais la situation évolue quand une multinationale familiale capture Okja, transporte l'animal jusqu'à New York, où Lucie Mirando, la directrice narcissique et égocentrique de l'entreprise, a de grands projets pour le cher ami de la jeune fille. Sans tactique particulière mais fixée sur son objectif, Mia se lance dans une véritable mission de sauvetage. Son périple éreintant se complique lorsqu'elle croise la route de différents groupes capitalistes, démonstrateurs et consommateurs déterminés à s'emparer du destin d'Okja, tandis que la jeune Mia tente de ramener son ami en Corée. Le film traite de beaucoup de sujets différents, mais voici les 3 principaux. Comme je disais juste avant, Bong Joon-ho aime bien parler de lutte des classes, et ce film n'y fait pas exception. C'est non seulement une jeune fille paysanne pauvre se battant contre une grande multinationale, mais c'est aussi, dans le contexte au début du film, une famille de pauvres paysans, un père et sa fille étant très précaires, choisis par une grande multinationale de la viande, et payés une misère pour élever une toute nouvelle espèce de cochon. Le film évoque aussi le militantisme écologique, et plus précisément le militantisme animaliste radical, car en effet, Mia est aidée dans son action par un groupe de militants et de militantes animalistes souhaitant faire tomber Mirando, la société de viande dans le film. Ils sont dépeints autant dans la nécessité de leur action que dans la répression subie par les militants et militantes, et dans la dangerosité de leur méthode. Puis, sans être gore, le film traite également de la maltraitance infligée aux animaux et l'horreur des abattoirs, et remet en question notre rapport, nous les humains, aux animaux. C'est pour ça que je mets un trigger warning. Certaines scènes du film peuvent choquer les personnes les plus sensibles, et la mise en scène excellente de Bong Joon-ho amplifie énormément ce sentiment d'horreur face à la condition animale. Mais c'est un film important que vous pouvez retrouver sur Netflix, ou sinon, piratez-le. Eh ben écoute, ça c'est des très belles idées de faire le pirate. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, pour rebondir sur ce même thème, à travers un roman qui s'appelle Cadavre exquis d'Augustina Bazerica. C'est une dystopie où un virus a annihilé toute forme de vie animale, ce qui fait que les êtres humains ne peuvent plus manger de viande puisqu'il y a plus d'animaux sur Terre. Ouais, mais ils sont viandards, donc comment faire ? Eh bien, du coup, ils ont transformé génétiquement une sous-race humaine qui est une race à viande. Ce sont des humains qui ont un cerveau plus petit, moins évolué que le nôtre, et surtout qui n'ont pas de voix. Ils sont muets, on ne peut pas entendre leurs cris. Et là, on devient végane en le lisant. Parce que on se met vraiment à la place des animaux, pour le coup. On les voit passer dans l'abattoir. Et voilà, c'est glaçant. Mais c'est tellement vrai.
Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture et cette recommandation de film. Écoutez, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris de multiples choses. Merci à tous et toutes qui étaient autour de la table. Merci à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Restez sur les ondes de Radio Pulsar car tout de suite, il y a l'émission Metal Fury qui enchaîne avec notre émission. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Pulsar. Et d'ici là, on vous dit à bientôt dans votre émission Poitou Pop. C'était Gabin, à bientôt!